Bonjour à tous. Donc, on est là pour le deuxième webinaire sur la nouvelle convention de la métallurgie donc, du 7 février 2022. Aujourd'hui, on va faire un focus sur la première partie, qui est la partie centrale, à savoir la classification professionnelle. Donc, on va reprendre, je ne sais pas si parmi tous les participants, il y a des participants de l'ancienne édition. Donc, on va reprendre brièvement ce qu'on avait déjà dit il y a 2 ou 3 semaines. Et on précisera, donc depuis, on a recueilli quand même un certain nombre on va dire de cas pratiques, de questions, ce qui nous permet de balayer quand même largement les implications de cette modification de la classification. On en a fait en fait une boîte à outils, alors ce qui reprend à peu près la présentation que vous allez avoir à l'écran, mais on l'a axé pour vous donner les outils nécessaires à mettre en œuvre la procédure de modification pour la classification. Donc vous aurez, on vous la donnera à la fin du webinaire, vous aurez toutes les fiches, à la fois les fiches sur lesquelles travailler et à la fois les textes ou les tableaux de référence sur lesquels vous allez pouvoir positionner les emplois, faire vos audits, etc. Donc, sans plus attendre, je vais partager mon écran. Alors, pour rappel, pour ceux qui découvrent, voici l'ancienne classification, en fait la classification actuelle, en bleu, qui donc est composée de différents niveaux, statut ouvrier, administrateur, agent de maîtrise, ingénieur et cadre, ensuite des niveaux 1, 2, 3, 4 et des coefficients. La modification opérée donc est à droite. On va supprimer les statuts ouvriers, administrateur, technicien, agent de maîtrise, pour retenir 2 statuts, non cadre et cadre, avec 5 groupes A, B, C, D, E, et à l'intérieur des classes. A, B, C, D, E donc pour les non-cadres et F, G, H, I pour les cadres. La première chose à comprendre, c'est que les partenaires sociaux ont voulu recentrer la classification sur des emplois. Donc, par rapport à ce qui se faisait avant, enfin, dans pas mal de boîtes, vous aviez une classification donc, par rapport à un statut et avec le mécanisme des coefficients, des salaires minimums ou des grilles de salaire internes aux sociétés, les entreprises, en fait, faisaient pas forcément varier les niveaux et les statuts, mais faisaient varier surtout le coefficient pour adapter le salaire, enfin, les augmentations de salaire au fur et à mesure. Aujourd'hui, donc, on oublie ce mécanisme, on passe vraiment sur une définition de poste, et le poste est classé dans un groupe et sur une classe. Alors, ça a eu un impact pratique assez fort dans le sens où aujourd'hui, dans des entreprises, vous pouvez avoir des personnes qui sont exactement sur le même poste, mais dont les coefficients sont très différents. Quelqu'un qui vient d'entrer sera peut-être un coefficient 255, là dans mon niveau 4, alors que une autre personne est déjà au coefficient 300 en étant positionnée sur le même niveau. Donc quand vous allez faire le travail de repositionner vos vos postes et surtout vos salariés derrière, vous risquez d'être confronté, enfin vous allez forcément être confronté à ce type de problématique où des gens qui étaient positionnés à un niveau similaire, demain ne le seront plus. Et dans le pire, enfin pire, le terme n'est peut-être pas très adéquat, mais dans le pire des cas, vous pouvez quand même avoir des salariés aujourd'hui cadres qui pourraient être positionnés sur un poste non cadre et inversement. Donc, ce qu'on va reprendre, c'est la méthode qui est donnée par les partenaires sociaux et surtout les conséquences. Donc, qui sont à anticiper, si possible, ou en tout cas qui seront à traiter. Et forcément, vous avez, dans le cas du dialogue social, que vous ayez en face un CSE, des représentants syndicaux ou directement vos salariés, vous allez avoir des considérations politiques à prendre en compte, qui sont en fait les conséquences directes de la modification de la classification. Et forcément, les syndicats aujourd'hui, notamment la CGT, ont pris des positions assez fortes. Alors, on va d'abord reprendre la méthode qui est assez simple, enfin, simple sur le principe. Donc, on a dit, les partenaires sociaux veulent recentrer la classification sur les postes. Donc, la première étape que nous demandent les partenaires sociaux, c'est de cartographier les emplois de l'entreprise. Et pour cela, ils vous donnent des fiches descriptives.
Donc ça paraît pas forcément sur ce slide, mais vous verrez très bien sur la partie, sur le document, sur la boîte à outils. Donc vous avez une première case où on vous demande: «Quelle est la finalité de l'emploi?» Est-ce que vous voyez ensuite à quoi sert l'emploi? Quelle est la mission principale de l'emploi? En quoi sert-il de l'organisation? C'est, les questions qui sont soulevées, enfin que guident des partenaires sociaux, enfin de la convention collective. Ce type de réponses qui peuvent vous aider à déterminer la finalité d'un emploi. Heu Donc vous avez différents niveaux: finalité de l'emploi, relations de travail, description des activités significatives, responsabilité exercée et l'attitude d'action et connaissances professionnelles spécifiques. Je ne vais pas détailler, hein, ça a peu de, enfin, vous savez lire et vous aurez pleinement le temps de le regarder. Ce qui importe, alors, première chose à bien intégrer, c'est que, de cette classification, de cette cartographie, va tout dépendre. Ça va dépendre, enfin, c'est ensuite à partir de là que vous allez positionner votre emploi. C'est à partir de là que vous allez communiquer avec les membres du personnel, qui pourront eux-mêmes, remonter des réclamations, hein. En cas de contentieux, c'est cette fiche qui sera regardée. Dans le cadre du dialogue social, c'est sur cette fiche que les partenaires sociaux demandent à être travaillés, sachant que certains syndicats demandent des accords de méthode. Alors l'employeur n'a pas du tout l'obligation d'accepter, hein, c'est à apprécier au cas par cas, mais vous avez dans les faits une vraie crispation sur ce document. Une fois que vous avez fait ce travail de cartographie, le reste, apparemment, est plutôt simple à faire. Vous allez à un référentiel, donc toujours donné, par les partenaires sociaux, c'est un des articles de la convention collective. Vous allez avoir sur, 6 catégories et 10 degrés. Donc les catégories sont au-dessus: complexité de l'activité, connaissance, autonomie, contribution, encadrement, coopération, communication, et 10 degrés de 1 à 10, c'est sur la colonne que vous voyez à gauche. Et à partir de votre fiche de description, bah, vous allez regarder la complexité de l'activité. J'ai par exemple positionné, ça correspond à analyse et études, nécessitant la combinaison d'un ensemble de techniques ou une spécialisation dans l'une d'elles. Et pour les partenaires sociaux, cette case correspond à un degré 7. Vous comptabilisez 7 points. Vous faites le même travail sur la partie connaissance, autonomie, contribution, encadrement, coopération, communication. C'est assez standard, hein, comme process, hein, ils n'ont rien inventé, hein. Euh, Vous allez comptabiliser vos nombres de points, donc sur les degrés à gauche, et vous allez obtenir un résultat. Dans cet exemple, c'est 35. Troisième étape, coter les emplois. Donc vous prenez votre chiffre, vous l'appliquez sur la colonne à gauche, ça va vous donner une classe d'emploi et un groupe. Et c'est là où on va retrouver nos groupes A, B, C, D, E, F, G, H, I. F, G, H, I étant les groupes attribués au cadre, et les classes d'emploi, donc de 1 à 18. Donc si je remonte en arrière, hein, ça correspond exactement à la classification que vous avez à droite. Est-ce que sur la méthode, il y a déjà des questions? Je vois qu'il y a surtout des problèmes de connexion. Donc je continue, bah, n'hésitez pas, hein, les questions peuvent venir plus tard, il n'y a aucun problème. Alors, les impacts. On comprend bien que définir, enfin modifier la grille de classification va avoir des impacts à tout niveau dans l'entreprise. Puisque de la classification va dépendre un certain nombre de règles. Ça va de la place de parking qui va être attribuée au cadre, à la durée du travail qui peut être différente, selon, le cadre, le technicien, l'agent de maîtrise, et cetera. Qui s'appelleront d'ailleurs plus agent de maîtrise ou technicien demain. Donc on a fait un travail, on a essayé de recenser, à la fois donc le travail d'audit qui peut être fait en amont. Donc l'audit, il n'est pas forcément fait que sur la classification, il va être fait également sur tous les impacts, de la nouvelle convention qu'on ne traite pas dans le cadre de ce webinaire. Mais bah, les règles de période d'essai, les règles d'indemnité, de durée du travail changent. Donc dans ce cadre-là, vous faites un audit de l'existant au sein de la société pour voir ce qui ne sera plus demain compatible et qui devra être changé. Et dans ce travail d'audit, donc on a ressorti les éléments essentiels qui vont concerner la classification. Alors, c'est pas, on ne prétend pas à l'exhaustivité, hein, mais on pense quand même couvrir 60 à 80% des besoins. Le premier élément, donc, c'est le statut collectif. Vous regardez tout ce que vous avez en termes accord du travail, enfin accord d'entreprise, notes internes, ça peut aller de l'accord variable si vous avez des classifications, enfin
des principes différents selon les positions. Il va falloir adapter en disant, soit vous faites une grille comment dire, si vous n'êtes pas trop nombreux ou si ça s'y prête, vous allez pouvoir faire une grille de transposition entre l'ancienne classification et la nouvelle classification avec vos postes. Mais dans la plupart des cas, en fait, il faudra réécrire vos textes en indiquant que là où avant, je sais pas, moi je dis n'importe quoi, vous aviez un horaire à 35 heures pour les ouvriers et un horaire variable applicable à partir des techniciens niveau 4. Demain, il faudra dire que l'horaire à 35 heures s'applique pour les classes 1, 2, 3, par exemple, et l'horaire variable va s'appliquer à partir de la classe 4. Donc, sur la durée du travail, c'est valable pour toutes les règles catégorielles. Il y a une règle catégorielle qui est un peu plus sensible que les autres, c'est les forfaits annuels. Donc, un forfait annuel en jours ou en heures, il ne faut pas l'oublier. Pourquoi? Parce que la loi oblige le rédacteur de l'acte collectif, donc que ce soit la convention collective ou l'accord d'entreprise, à définir précisément la catégorie de salariés éligibles au forfait annuel. Et forcément, en général, on va se référer aux classifications, c'est le plus simple. Donc votre classification, alors si vous êtes sur le dispositif conventionnel, a priori, il n'y aura pas de problème, mais vérifiez quand même dans votre entreprise que demain, la façon dont les gens seront classés, ça sera toujours des personnes qui seront éligibles au forfait un jour. Je pense à un cadre qui serait déclassé, par exemple. Mais si vous avez votre propre grille interne, votre accord d'entreprise nécessite une modification. Et c'est déjà un peu tard. Même chose pour le télétravail. Le télétravail, si vous avez des catégories éligibles au télétravail et que ces catégories sont définies par rapport à la classification conventionnelle, il va falloir reprendre. Un élément central est la rémunération. Beaucoup d'entreprises dans la méta, c'était lié aux coefficients et puis aux pratiques, aux usages et aux pratiques, avaient des échelles des grilles de salaire qui étaient liées aux coefficients. Donc demain, tout ça, ça tombe. Donc vous pouvez avoir des modifications sur la totalité des rémunérations des salariés, si vous étiez sur un système comme ça. Et même sans avoir de grille liée aux coefficients, vous avez quand même des salaires minimums qui s'appliquent. Donc il faut vérifier au cas par cas que chaque salarié, avec son nouvel positionnement, sera bien au minimum conventionnel. Et le travail doit également être fait sur tout ce que vous pouvez avoir en termes de primes catégorielles, notamment tout ce qui est prime d'ancienneté. Si vous avez des catégories, des avantages en nature qui vont être réservés à certaines catégories de personnel, je parlais du parking, mais ça peut être le véhicule de fonction, après c'est propre à chaque entreprise, mais en général, il y a quand même une ligne de démarcation entre les cadres et les non-cadres. Et ça va plus loin, ça peut être également sur le matériel qui est mis à disposition. Vous pouvez avoir toutes sortes de règles en fait dans l'entreprise, le système de remboursement de frais professionnels, qui a le droit à une carte bleue par exemple chez les commerciaux, etc., etc. Sur la protection sociale, alors je ne vais pas le traiter parce que c'est plutôt bien anticipé dans la convention collective, mais donc la question se pose surtout sur les personnes qui étaient assimilées cadres. Donc les repositionnements sont faits en fonction de vos nouvelles classifications. C'est pareil, anticiper sur les cas individuels lorsque vous allez avoir des changements de classif. Autre impact important, alors on va maintenant abandonner le collectif, on va aller sur les personnes. Donc statut individuel, pas encore au niveau de chaque individu, mais vous avez forcément, normalement, vous avez des trames dont vous servez au niveau de l'embauche pour faire des promesses d'embauche, des contrats de travail, vos avenants, etc., etc. Si vos trames sont faites par rapport au poste, c'est pareil, il va falloir les reprendre, par rapport aux classifications. Donc j'entends un statut, c'est vite fait, ça va être ouvrier, agent de maîtrise, technicien, cadre. Il va falloir les reprendre pour modifier donc votre système d'entrée de modèle, et puis à l'intérieur, les adapter aux nouvelles règles. Donc on les a mis dans les slides à la fin, mais la période d'essai n'est plus la même, les périodes de préavis ne sont plus les mêmes, etc., etc. Vous pouvez avoir toutes sortes de documents autour de l'embauche, le livret d'accueil, si le livret d'accueil comporte différentes sections en fonction des catégories de salariés, il va falloir reprendre tout ça. C'est valable également pour la documentation relative à la protection sociale complémentaire, sachant que normalement ces documents-là sont souvent donnés par les organismes d'assurance et espérer quand même qu'ils seront à jour assez rapidement, mais il faut quand même vérifier la coordination. Vous avez peut-être des dispositifs d'onboarding, pareil, qui comportent des règles différentes selon les catégories.
N'oubliez pas de faire le lien avec la paye. Demain, il faut plus que enfin demain, dès la paye du 1er janvier, il faudra plus qu'apparaisse le terme, technicien, niveau 4, dans la paye. Peut-être que dans les dispositifs, alors là plus, SIRH, pareil, vous avez peut-être des catégories, hein, avec des droits d'accès qui sont différents, et qui sont liés par rapport au statut, cadre, non cadre, voire ouvrier, employé et cetera. Demain ces droits ces droits d'accès ne seront plus valables. Donc en bien anticiper pour que les personnes puissent, recevoir leurs documents et notamment, les dispositifs de transmission des bulletins. J'ai pas tout mis, hein, c'est valable pour les congés également. C'est valable pour les notes de frais, enfin tout ce que vous pouvez utiliser en termes de SIRH. Et enfin, on vous invite à essayer d'anticiper la gestion des cas personnels. Alors, plus votre entreprise est petite, plus, ça va prendre d'importance. Plus vous avez d'ancienneté, enfin de personnes qui ont de l'ancienneté, plus vous risquez d'avoir aussi des modifications importantes, entre l'ancienne et la nouvelle classification. Je prends un exemple, quelqu'un qui est, en longue carrière, longue absence, qui n'a enfin longue carrière, qui n'a pas eu d'évolution formalisée, demain vous allez le positionner peut-être, vous allez peut-être devoir le positionner un statut cadre. Parce qu'il occupe dans les faits un poste de cadre, mais que vous n'avez jamais pris, enfin l'employeur n'a jamais pris, la peine, en termes, prenez pas forcément le terme dans le mauvais sens, mais en tout cas n'a pas fait la démarche, de lui proposer le positionnement en cadre. On a eu des cas pareil sur des longues absences, des personnes, alors là c'est plutôt dans le sens contraire, des personnes qui ont occupé un poste à un niveau à un moment donné et qui, du fait des longues absences, alors ça peut être n'importe quoi, hein, ça peut être la maladie, ça peut être parce qu'il a fait de l'humanitaire, ou il a été malade, et cetera. Mais le poste qu'il occupe aujourd'hui ne correspond pas vraiment à sa classification. Donc, il faut anticiper le fait que ces personnes-là vont se retrouver positionnées différemment demain, avec toutes les conséquences que vous aurez anticipées en haut sur le collectif et l'individuel. Donc la catégorie la plus importante, c'est d'anticiper ceux qui étaient cadres et qui vont passer à non-cadre, sachant qu'il y a des dispositifs transitoires qui permettent, le maintien des règles applicables au préavis, à l'indemnité de licenciement, à la protection sociale complémentaire, si je ne me trompe pas. Donc il y a quand même des amortisseurs, mais voilà, vous avez des règles internes et si vous voulez transposer ce type d'amortisseur, il faut y penser avant. Hem on va voir la procédure d'implémentation, de ces modifications juste après. Mais voilà, le droit du travail s'applique de manière, classique. Si vous avez un changement des conditions de travail, l'employeur va pouvoir l'imposer. Si vous avez une modification du contrat de travail, le salarié doit enfin, vous devez signer un avenant avec le salarié et le salarié doit donner son accord. Donc pour les personnes à qui la nouvelle classification va être pas trop impactante sur les conditions de travail, vous allez pouvoir considérer qu'on est sur un simple changement de conditions de travail, voire un simple formalisme. Et auquel cas, vous suivrez la procédure qui est prévue par la convention collective, sans aller chercher l'accord. Donc on y reviendra après. Sauf pour les salariés protégés. Pour les salariés protégés, vous risquez en cas d'opposition, donc anticipez également, en cas d'opposition, vous pouvez avoir un blocage sur, la signature d'un document, ou le nouveau positionnement. Et ça, c'est absolument pas traité par les partenaires sociaux aujourd'hui. Et s'il y a une modification du contrat, là, c'est pas non plus traité. Si vous n'avez pas d'accord, on ne sait pas trop quoi faire. Je continue sur les potentielles implications de la modification de la classification. Vous avez, la représentation du personnel, donc le comité social économique. On a le cas là des élections en cours. Là, vous êtes en train de discuter sur, la définition des collèges. Alors là, le problème se pose pas trop si les élections vont se tenir d'ici la fin de l'année. Mais si vous signez votre protocole, si vous commencez à discuter, en décembre ou commencer à travailler en décembre et vous souhaitez, signer votre protocole, au mois de janvier, logiquement la classification a changé. Vous aurez plus d'employés, d'ouvriers, de techniciens, d'agents de maîtrise. Donc il faut anticiper, pour la définition des collèges. Et pareil, hein, si vous imaginez, signer votre protocole d'accord, le 20 décembre, vous n'êtes pas à l'abri que le protocole ne se signe pas et qu'on se retrouve projeté, sur l'année suivante, après l'implémentation de la nouvelle classification. Il y a plein de problèmes, hein, qui se posent. Si vous pouvez être aussi en procédure, vous pouvez ne pas avoir d'accord avec les organisations syndicales et vous retrouver en procédure devant l'administration, devant la DRET. Donc là, il y a pas mal d'inconnus. Bon, j'imagine chacun bidouillera plus ou moins avec les outils ou les cas au cas par cas. Mais à garder en tête, au moment où vous évaluez toutes les conséquences de la modification de la classification. Pour les
membre et élu. Alors, la question, elle revient régulièrement, donc on l'a mis, mais c'est pas grave, vous inquiétez pas. Qu'est-ce qui se passe si demain, quelqu'un qui est élu aujourd'hui sur un collège non cadre, qu'est-ce qui se passe si demain il passe cadre? Eh ben, il n'y a pas de changement. Le collège, la répartition des collèges se fait pour 4 ans. Donc, quelqu'un qui a été élu non cadre reste dans le collège non cadre, même si demain il est cadre. Et inversement. La règle, elle est d'importance si vous avez une diminution du nombre de membres élus et que vous commencez à vous positionner, à vous poser la question s'il faut faire des élections partielles. Pour les élections partielles, je rappelle, c'est soit la perte de la moitié des élus, la question ne se pose pas, soit un collège qui est privé d'élus. Donc forcément, quelqu'un qui a été élu non cadre, qui est passé cadre, reste non cadre dans l'appréciation de la nécessité de lancer des élections partielles. Et alors ça, c'est parce qu'on est éditeur. Donc nous, on l'a bien vu, mais c'est pas trop posé par les partenaires sociaux aujourd'hui, c'est la BDESE. La BDESE, il faut savoir que elle est mise en place d'après des modèles qui sont prévus par le Code du travail. Le Code du travail prévoyant donc 2 types de modèles, un pour les moins de 300 et un pour les plus de 300. Pour les plus de 300, donc vous avez une série d'informations, de thématiques prévues, et la plupart de ces thématiques doivent être analysées selon une catégorie qui va de 4 catégories à 6 catégories. Et pour les moins de 300, c'est 4 catégories. Pour que vous compreniez, je vais peut-être vous montrer. Ça va être assez clair. Est-ce que j'ai un accès rapide? Voilà. Là, je vous montre, c'est notre système de BDES chez Agrum. Donc, je prends par exemple une BDES de 300 salariés plus. La première chose quand je mets en place ma BDES, c'est de prévoir ma structure de qualification. Et en général, on va mettre employé, technicien, agent de maîtrise et cadre. Je vais mettre juste ça pour l'exemple. Sachant que donc, sur les plus de 300, vous devez avoir 2 types de structure de qualification. Et ensuite, sur les colonnes, on va retrouver ces classifications. Ah ouais, voilà, je n'ai pas mis les points-virgules, mais vous retrouvez vos classifications employés, techniciens, cadres, etc. Ce type d'outil est paramétré en général par rapport à vos propres classifications, et les données qui vont être déversées à l'intérieur sont liées, surtout si vous utilisez des systèmes d'API, sont liées par rapport à ces classifications. Demain, ces classifications disparaissent. Donc vous imaginez, il faut tout refaire. La B2SE, c'est un outil central de l'information des salariés, enfin des représentants du personnel. Donc, ne pas négliger et bien anticiper le changement. Après, on vous a mis divers. Ah oui, donc c'est du statut collectif, hein, c'est tout ce qui est note de service. Bon, le règlement intérieur, normalement, vous ne devriez pas avoir d'impact. Mais bon, sait-on jamais s'il y a des classifications qui apparaissent à l'intérieur. Après, ça peut être des horaires variables, ça peut être des astreintes, ça peut être des systèmes de groupement, enfin, tout ce qu'il y a dans l'entreprise qui va édicter des règles selon les classifications. Donc on en a fait en fait dans la boîte à outils, vous verrez, on en a fait donc on l'a détaillé avec le plus de complexité possible, en vous mettant 2 colonnes. Donc l'idée, c'est vraiment d'auditer ce que vous avez au sein de l'entreprise, et vous analysez si la modification de la classification va nécessiter une modification de l'acte. Ensuite, vous allez faire des tas. Donc, vous allez avoir, j'ai tant de règles conventionnelles, enfin d'accords d'entreprise à modifier, tant de règles liées à des usages ou des engagements unilatéraux, et tant de règles, on va dire, pratico-pratiques, mes modèles de contrat, de promesses d'embauche, etc. La BDESE, voilà, tout ce qui va être lié au collectif. Et donc là, anticiper les changements, sachant que pour un accord d'entreprise, il va falloir peut-être les dénoncer. Il y a un délai de 3 mois, donc déjà vous êtes à août si vous n'avez pas déjà commencé. Un délai de préavis de 3 mois et un délai de 12 mois derrière pour renégocier un accord avec votre délégué syndical, en espérant que vous ayez un délégué syndical. Pour les engagements unilatéraux, les usages, c'est pas trop tard, il suffit de les dénoncer et de laisser un délai suffisant pour ensuite les modifier. Donc 9 novembre, si vous anticipez en produisant un document à partir du mois de décembre, début décembre, il n'y a aucun problème. Si vous êtes trop court, vous pouvez essayer de jouer sur plutôt la transposition. Ne touchez pas à votre règle
conventionnelle ou votre règle interne, mais vous dites: «Bah, les gens qui étaient, classés au niveau 3, demain seront, classés, à la classe 2», par exemple. Ce qui vous permet de faire survivre, enfin d'appliquer quand même vos règles internes, par rapport à la nouvelle classification, dès le 1er janvier. Oui, il ne faut pas oublier, hein, je ne sais pas si je vous l'ai rappelé, mais tout ce qu'on est en train de dire doit être mis en place au 1er janvier 2024. Sur la alors je regarde juste les questions. Donc je les reprendrai après. Pour le coup, ça ouais. Donc il y a des questions qui touchent, ce qu'on va aborder maintenant, donc je reprendrai les questions après. Alors la procédure de déploiement. Donc tout dépend de la taille de l'entreprise et de la représentation que vous avez à l'intérieur de l'entreprise. C'est relativement simple, simple, sur papier. Entreprise de plus de 50 salariés avec CSE, il faut informer et consulter le CSE. Entreprise de moins de 50 salariés avec le CSE, il faut simplement informer votre CSE, c'est la règle classique, hein. Et entreprise sans CSE, la convention collective prévoit une information des salariés. Voilà, ça c'est le papier. En pratique, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, lorsque vous avez des représentants syndicaux, ils souhaitent, la plupart du temps être associés au processus donc de définition des postes, hein, parce que pourquoi? C'est central. Hem, donc juridiquement, vous n'avez pas l'obligation de le faire. Après tout est question de politique sociale, donc c'est difficile quand même de contourner des syndicats qui sont assez présents en fait, sur ce thème. Et qui voudraient être, donc associés à la définition des postes, par exemple. Donc au cas par cas, vous pouvez faire des accords de méthode. Vous pouvez, ne pas en discuter avec les syndicats, de réserver votre, de travailler simplement en autonomie et ensuite de procéder à la consultation du CSE. Donc dans le cadre duquel les salariés, les représentants syndicaux pourront émettre éventuellement un avis. Sachant que dans tous les cas, le travail de comment dire? De cartographie, ne peut pas être fait, enfin, vous allez pas pouvoir le faire dans votre coin, chef d'entreprise ou DRH. Ça va nécessairement impliquer, des gens de terrain. Donc plus votre entreprise est grosse, plus il faut connaître réellement la nature des postes. Donc il faut impliquer les managers, voir, les salariés, enfin des salariés qui seraient concernés, notamment par des changements importants. Le but étant que, les postes soient décrits vraiment avec des comment dire? Des méthodes enfin avec une analyse de terrain. Donc vous ne pouvez pas faire ça avec un cabinet d'avocats, par exemple, ou au sein du COMEX. Il faudra associer la plupart de votre maîtrise, heu et dans les faits, donc la plupart des grosses sociétés ont engagé des consultants. C'est un travail qui est fait, sur un relativement long terme, avec la discussion des salariés. Donc dans ce cadre-là, ensuite, il faut voir si vous intégrez ou pas les syndicats, ou de quelle manière vous intégrez les syndicats. Une fois que vous avez vos fiches, vous avez, donc coté vos emplois, il va falloir notifier le changement aux salariés concernés. Il faut le faire par écrit et de manière individuelle. Donc ça peut être, transmettre un avenant, mais pas nécessairement. Vous pouvez transmettre une lettre avec, par exemple, la dernière, le bulletin de salaire, donc ce sera le bulletin de salaire du 31 décembre, hein, pour le coup. Hem Et là va se poser, la question, qui nous, en tant qu'avocats, nous pose problème, c'est est-ce qu'il va y avoir une modification du contrat de travail? Autrement dit, est-ce qu'il va y avoir besoin de l'accord du salarié? Et ça, c'est la loi. En cas d'accord, pas de problème, s'il y a bien un avenant, donc un avenant qui soit synalmatique, signé par les 2 parties. En cas de désaccord, on ne sait pas. Enfin, c'est pas qu'on ne sait pas, c'est que les partenaires sociaux ne prévoient rien. De toute façon, ils n'ont pas le pouvoir de prévoir quelque chose à ce niveau-là. Donc, par défaut, c'est la loi qui s'applique, à savoir, l'employeur est confronté à un choix, soit maintenir les conditions antérieures, soit licencier le salarié. Ce qui posera forcément des problèmes. Donc là, on est vraiment sur du cas par cas, en fonction de la nature des modifications, impactées. Mais quoi qu'il en soit, c'est pas juste la mention, la classification et la mention sur le bulletin de paye qui pourra constituer une modification du contrat de travail. Donc là, anticiper, ces problèmes-là vont plutôt surgir sur les personnes, que j'ai évoquées tout à l'heure, sur les longues carrières, qui risquent, qui sont en gros, aujourd'hui positionnés à un niveau qui ne correspondra pas au poste de demain. Hem
Donc une fois que vous avez notifié la nouvelle cotation au salarié, le salarié a 1 mois pour, adresser une demande d'explication et s'il le fait dans ce délai-là, l'employeur, doit répondre dans 1 mois, dans un délai d'1 mois. Sachant que, la CGT a préparé des formulaires, standards pour permettre à tous les salariés de répondre. Donc il peut y avoir quand même une certaine crispation, à ce niveau-là que vous ne pouvez pas ne pas anticiper. Donc dans le déploiement, donc les partenaires sociaux prévoient directement, il y a une disposition dans la convention collective qui prévoit un réexamen de la fiche d'emploi, lors de l'entretien professionnel qui a lieu tous les 2 ans. Ce qui fait sens, hein, vu la nature des modifications envisagées. Alors il y a des précisions qui sont données en fonction des salariés qui sont déjà présents au moment de la mise en place de la nouvelle classification et des salariés qui sont nouvellement embauchés. Donc, mais c'est toujours ce délai, hein, le délai qui est laissé en fait pour les personnes, pour demander des explications sur leur positionnement. Dispositions transitoires, je les avais évoquées rapidement, donc, ayez en tête que pour les cadres qui seraient, déclassés en non cadres, ils conservent toute la réglementation au sens large qui s'applique, pour les cadres. Donc ils n'ont pas de perte, d'ancienneté, les durées de préavis sont bien celles des cadres, les modalités de calcul d'indemnité conventionnelle de licenciement ne changeront pas, et cetera. Donc, bon, aujourd'hui, c'est pas un problème, à se projeter dans 4 ou 5 ans. Je ne sais pas si j'ai des gestionnaires de paye ou des experts comptables dans l'auditoire. Quand vous voyez non cadre sur une fiche de paie avec métallurgie, posez-vous la question, est-ce que ce n'était pas quelqu'un qui était présent en 2023 en tant que cadre? Donc, il serait bon, si vous avez des moyens en tant qu'employeur, de noter, d'enregistrer en fait ces modifications, pour que, en cas de sortie dans 5, 6, 10 ans, on y pense. Je suis en train de penser que sur un règlement, on devrait le faire et on va le faire. Garantie en matière de salaire, donc voilà, heureusement, quoi qu'il se passe sur la classification, l'attribution du nouveau classement ne peut pas avoir pour effet de réduire la rémunération totale du salarié. Donc on regarde au niveau global. Vous pouvez très bien, par exemple, diminuer le variable, d'un salarié, qui ne serait pas positionné comme les autres, pour avoir un équilibre et compléter par, une rémunération, un complément de rémunération, par exemple. Ou vous pouvez laisser en état avec la dernière rémunération. Bon, c'est pas vraiment le sujet, puisque là on n'est pas sur la classification, mais voilà, c'est quand même illustratif. Changement de classification, donc va entraîner un changement de règle. La période d'essai, c'est ce que vous voyez ici. Aujourd'hui, vous aviez, alors je ne les ai plus en tête, hein, mais donc c'était en fonction des niveaux et des classifications. Ouvrier, surtout ouvrier, technicien, genre de maîtrise et cadre. Demain, c'est par rapport au groupe d'emploi. ABC, 2 mois par exemple pour la période d'essai, DE 3 mois et FGHI 4 mois. Alors 2 mois calendaire, ça ne veut rien dire. Je ne sais pas si on a repris la convention collective. 2 mois. Renouvellement de la période d'essai, donc bah, c'est pareil. Donc, faites attention, voilà, voilà, typiquement sur vos modèles, vous aurez des modifications, enfin, nécessairement, vous aurez des modifications sur la période d'essai. Donc, vous ne pouvez pas garder vos clauses de contrat de travail en l'état. Je parle pour les nouveaux embauchés, hein, évidemment, pour les contrats en cours, vous n'avez rien à faire. On peut quand même se poser la question des salariés qui seront embauchés au mois de décembre et dont la période d'essai se terminera au mois de janvier, février, mars. Alors, je vous avoue que je n'ai pas encore la réponse. En tout cas, ce n'est pas traité par les partenaires sociaux. Pareil pour le préavis, tout change. Et pour les indemnités de rupture. Voilà, c'est vraiment illustratif, hein, c'est normal, on change la classification dont dépendent toutes les règles, et bah, il faut reprendre, il faut redéfinir toutes les règles, ce qu'ont fait les partenaires sociaux. Et c'est exactement le travail que vous devez faire au sein de votre entreprise pour tous les sujets qu'on a évoqués.